Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. On est toujours bien mieux, voilà, toujours bien mieux quand on est dans un bon confort d'été, le confort d'hiver. Pour cela, il faut rénover, il faut rendre plus sobre les logements, les magasins, les bureaux. Bref, c'est un véritable chantier qui est un chantier à l'échelle nationale et internationale. C'est une véritable modification d'une nouvelle anthropologie urbaine, n'est-ce pas, Olivier ? Absolument. Et pour cela, nous recevons pour cette séquence, on va essayer de décrypter, comme on le fait chaque mois pour les villes de France avec Olivier, de décrypter l'actualité de la rénovation énergétique. Merci Pierre Maillard d'être sur le plateau. Vous êtes le patron d'Elio, son président. La première question, comme il est d'usage dans notre émission, sera posée par notre ami Olivier Marin. Oui, peut-être tout d'abord une présentation. Pierre Maillard, Elio déjà rappelé. Qu'est-ce que c'est Elio ? Le mode d'emploi d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Merci pour votre accueil. Elio, c'est un acteur de terrain qui accompagne tous les consommateurs d'énergie dans la réduction de leur consommation. 100% de nos clients ont fait des réductions de consommation d'énergie, donc des réductions de leurs dépenses. On va faire des économies évidemment en kilowattheure, mais donc aussi en euros. On accompagne tous les secteurs d'activité, du résidentiel aux collectivités, en passant par l'industrie, le tertiaire, le secteur agricole, le secteur du transport aussi, qui a bien besoin d'économie d'énergie aussi. Nous sommes aujourd'hui 300 collaborateurs présents sur tout le territoire français et moins d'un tiers de nos effectifs sont en Île-de-France. La rénovation énergétique a lieu partout, doit être faite partout, mais elle ne peut pas se faire d'une façon uniquement macro, il faut la faire aussi de façon micro. Donc en étant présent, en étant localement, chaque cas, chaque bâtiment, chaque usine, chaque exploitation agricole est un cas unique et qu'il faut étudier. On ne peut pas l'étudier juste de façon théorique. Il faut être présent, il faut analyser les consommations, il faut faire des préconisations. C'est ce que va faire Elio. On va suivre l'ensemble des consommations d'énergie d'un site, puis nous allons préconiser des solutions pour les réduire, nous allons deviser, nous allons budgéter quel coût ça va représenter pour atteindre telle performance énergétique. Puis nous allons suivre les travaux, faire tourner l'ensemble des travaux dans la moulinette des aides pour arriver à un reste à charge le plus faible possible et ensuite proposer des solutions de financement de ce reste à charge-là avec nos partenaires dans le but toujours de s'engager sur une performance énergétique. Ce qui manque un peu dans notre secteur, c'est des gens capables de s'engager. Lorsqu'on va faire une promesse, c'est comment est-ce qu'on la suit dans le temps, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et que cette performance peut être atteinte. Et ça, il faut avoir de la visibilité. C'est un métier aussi, et même on voit tout le monde se pose la question de la transparence, de la confiance. Et sur la rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses qui évoluent en permanence. On a l'impression qu'il y a des stop and go. Alors on a beaucoup parlé du rabot d'1 milliard d'euros, mais aussi des petites surfaces qui étaient classées G, qui maintenant seront classées F, les moins de 40 mètres carrés qui ne seront plus exclus de la location à partir de janvier 2025. On parle aussi du manque d'artisans. On parle de Mon Accompagnateur Rénov'. On parle de beaucoup de choses. On a l'impression qu'on est un peu perdu, d'où l'importance, vous qui êtes un expert, d'expliquer. Notamment, il va y avoir beaucoup de nouveautés à partir du 15 mai. Lesquelles ? Alors, l'évolution réglementaire, elle est très riche. Dans notre secteur, c'est un changement réglementaire qui nous impacte directement tous les 12 jours. On est passé à... ça, c'était en 2022. En 2023, on est passé à un changement réglementaire tous les 9 jours. C'est pour vous dire l'agilité qu'il faut avoir, rien que dans nos équipes, de compréhension, de formation, d'instruction, et vous arrivez à assimiler toutes ces... On n'a pas le choix. Toute cette inflation c'est imposé. Donc à la fois, en fait, ce sont nous, nos collaborateurs et le terrain et nos clients et nos partenaires qui nous remontent des idées que l'on va les proposer au gouvernement dans des groupes de travail, interministériels, des groupes de travail, acteurs publics, acteurs privés. On va les proposer des solutions. Et à la fois, ça va aussi redescendre. De temps en temps, il y a des directives qui sont données du ministère qu'on va devoir appliquer, faire appliquer sur le terrain pour conseiller nos partenaires, nos clients. Je dis souvent... Est-ce que ça vous inquiète, le fait qu'il y ait moins de travaux de rénovation énergétique, moins de demandes de MaPrimeRénov'? Là, il y a eu vraiment une chute de près de 50% sur le premier trimestre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous dites, bon, c'est un mauvais moment à passer, la prise de conscience écologique, elle est là, on va vers la rénovation énergétique. En même temps, la période est compliquée. En même temps, ça s'explique un peu aussi, parce que quand on voit le rétropédalage du gouvernement, je m'excuse, entre les annonces contraires sur MaPrimeRénov' et notamment sur l'avenir de l'ANA, ça va pas être évident d'être un acteur du secteur. Ça permet d'avoir la question et la réponse d'un coup, je vous remercie. Mais c'est exactement le sujet. C'est la stabilité réglementaire. Quand vous êtes en instabilité réglementaire, mais il y a aussi, nous, de notre devoir de conseil auprès de nos clients, de leur dire non, attendez,
parce que dans 3 mois, dans 6 mois, vous serez mieux accompagné. Parce qu'il y a une évolution réglementaire qui va vous permettre d'avoir un accompagnateur sur le terrain qui va venir chez vous, qui va analyser votre bien. Un bien ne peut être rénové que si on le connaît, tant sur le bâti que sur l'exploitant, donc l'utilisateur du bien. Une famille qui va avoir 2 enfants, ou si c'est une femme célibataire ou un couple de retraités, ils vont avoir une utilisation du bien qui va être différente. Et en fonction, on va aussi rénover le bien en prenant en compte l'ensemble de ces paramètres-là. Ça va jouer aussi sur la localisation du bien, sur les aides qu'une collectivité va pouvoir apporter d'une façon supplémentaire, ou la région, ou le national, ou l'Europe. Il y a tout un sujet d'éligibilité des aides, d'éligibilité du bien pour avoir le droit à. J'informe souvent les collaborateurs et nos clients que notre métier, c'est aussi d'informer d'un droit à. Ils ont le droit, et la totalité des personnes qui font des travaux de rénovation énergétique en France ont le droit à des aides. Il faut le savoir. Peu importe les conditions de ressources, peu importe la localité, vous avez le droit à des aides. Mais il faut savoir lesquelles. Est-ce que les matériaux sont éligibles? Est-ce que votre projet est éligible? Est-ce que vous, dans le bien que votre situation personnelle vous permet d'être éligible à ces aides-là? Que ce soit une collectivité, une industrie ou un ménage. D'autant que très important, on revient au monogeste. Très important. On revient au monogeste. Ça, c'est une bataille qu'ont gagné la CAPEB notamment et la FFB. Et on ne peut que les féliciter là-dessus pour éviter les stop and go dans le marché. C'est-à-dire que les décisions réglementaires, de temps en temps, ne sont pas assez proches du terrain ou ne peuvent pas comprendre l'impact qu'il peut y avoir sur le terrain. Et quand d'un coup, vous dites que plus aucun monogeste, c'est-à-dire vous changez uniquement votre chaudière, vous faites uniquement l'isolation, mais pas d'autres gestes de travaux dans votre projet de rénovation, et quand ces gestes-là étaient prévus non accompagnés par les aides, d'un coup, ça met un gros frein. Et il faut bien avoir en tête que la plupart des entreprises du bâtiment en France, et dans les TPE, ce sont des entreprises qui font des monogestes, et non pas des entreprises générales du bâtiment qui peuvent inclure plusieurs gestes, plusieurs corps d'État. Donc la toiture, isolation des combles, changement de chaudière, ventilation, changement des menuiseries, des fenêtres. Et donc les accompagner, avoir une entreprise générale qui va travailler à un projet global. D'un coup, il faut passer, quand on a des objectifs gouvernementaux qui nous disent qu'il faut atteindre 200 000 rénovations d'ampleur par an, puis 500 000, puis 700 000. Et il faut pouvoir calibrer, il faut que la filière se mette en place, il faut qu'elle puisse s'organiser. Peut-être que c'est avec un cumul d'acteurs monogestes qui vont arriver sur une phase multigeste, mais en tout cas, on ne peut pas d'un coup casser un marché qui se lançait, parce que vous cassez les historiques, les entreprises qui ont pignon sur rue, qui tiennent dans la durée, qui ont des équipes qui sont stables, et quand d'un coup vous leur dites attendez, votre marché ne va plus être aidé, non, c'est... Mais parce que il y a aussi des réactions qui ont été faites suite à certaines entreprises de secteur qui ont été, on peut le dire, pas hyper délicates. On peut même appeler ça de l'éco-délinquance dans une certaine mesure pour certains. Et ça a peut-être jeté, il faut pas éluder cette question, la suspicion sur ces effets parfois d'aubaine de certains acteurs qui ont pilonné littéralement notre activité. Et malheureusement, des boîtes comme vous, qui avez pignon sur rue, qui fait du super boulot, vous en êtes directement les victimes collatérales. Et je trouve ça dommage que vous en preniez justement pour... C'est un peu ça aussi, dans cette complexité. Elle résulte de cette suspicion légitime qu'affichent les pouvoirs publics. C'est directement lié à la stabilité réglementaire. Pour éviter aux opportunistes d'opérer, c'est de la stabilité réglementaire qu'il faut. Et là, les entreprises privées qui vont pouvoir, les grosses entreprises qui vont pouvoir se structurer, qu'elles soient TPE, PME, mais les non-opportunistes et qui sont là localement, dans le village, dans la ville, dans la collectivité, et qui vont avoir un rayon d'action autour d'eux à 5, 10, 15, 20 km, et qui vont avoir pignon sur rue, ceux-là, il faut les aider. Mais ceux-là, vous ne pourrez les aider que si vous avez une stabilité réglementaire. Les opportunistes, ils sauront toujours venir sur un marché qui est porteur, repartir, revenir après. Mais plus vous avez de la stabilité, moins vous avez d'opportunistes. La région Île-de-France, on y revient. 2024, en quoi les Jeux Olympiques peuvent être un booster, justement, là aussi, sur la rénovation énergétique, typiquement sur la région. Et la région, c'est une bonne candidate ou pas ? C'est une bonne candidate en projet de travaux, absolument, tant au niveau des collectivités, la région elle-même, que des ménages, des copropriétés. Alors si on regarde juste l'image en région Île-de-France, donc vous avez seulement 2% des logements qui sont en lettres A et B, contre à peu près
5 à 7% au niveau français. Vous avez un peu plus de 20% qui sont des passoires thermiques en Île-de-France, contre plutôt 16 sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc oui, il y a du travail de projet de rénovation. La difficulté première réside dans le fait qu'il y a davantage de copropriété, d'habitat collectif, et qui nécessite un accompagnement bien plus riche et bien plus lourd, parce que ce sont des projets d'ampleur. On va s'adresser à un syndic, on va s'adresser à une copropriété directement, à un nombre supérieur d'individus. Et donc il va falloir expliquer le projet, il va falloir les accompagner, leur expliquer qu'ils ont droit à des aides et qu'est-ce que ça va leur permettre, tant de continuer à louer, mais aussi d'atteindre une certaine performance énergétique en fonction des travaux. Donc un retour sur investissement, tant financier parce c'est leur patrimoine, que d'un intérêt environnemental. Et il y a aussi tout le débat et l'enjeu architectural en Île-de-France, on le connaît notamment, et aussi Paris. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais tous les immeubles haussmanniens étaient bien présentés dans la vidéo de présentation. C'est un gros enjeu, un gros débat dans la région. Une première réaction peut-être, Alexandra, justement sur cette nécessaire... Parce qu'en même temps, Choose Paris Région, c'est aussi intégrer cette notion de sobriété, d'énergie, de source énergétique. Qu'est-ce que vous pensez justement à la lumière de tous ces mouvements qui ont du mal parfois à trouver une certaine stabilité, je pense notamment au niveau des nouvelles normes? J'entends que la plupart des leviers sont nationaux, donc ne dépendent pas de la région. Après, là où la région peut intervenir, c'est via la commande publique. Effectivement, on a 1 milliard d'euros de marché public par an. On a les 3 plus grands chantiers de ce siècle en France sont en Île-de-France. Les JO dont on a longuement parlé, le Grand Paris Express et le chantier des lycées de la région, 6,6 milliards d'euros qui sont investis dans la rénovation, pas que énergétique, mais aussi, et la construction de nouveaux lycées. Donc là, c'est par la commande publique, et donc on permet à des entreprises de taille moyenne, via ce qu'on appelle un Small Business Act, donc l'accès au marché par des petites et moyennes entreprises, d'accéder justement à ces marchés. On l'a fait aussi d'ailleurs pour les JO. Dans la Solidéo, il y a 75% d'entreprises qui ont répondu, alors qui ne sont pas que petites, mais qui sont franciliennes en tout cas. Donc c'est une façon, et puis aider. Alors je ne sais pas si votre siège est en Île-de-France, si vous avez moins d'un tiers, si quand même. À Clichy en Île-de-France. Très bien, donc bénéficier évidemment d'aides régionales pour le développement de l'entreprise. Mais après, sur la plupart des leviers, je l'entends, sont plutôt nationaux. C'est très clair. Dernière chose. Question. À chaque fois, dans chaque ville, on a un cas concret avec vous, Elio, les représentants d'Elio, pour voir en quoi c'est important de faire de la rénovation, notamment rénovation globale. Et vous prenez régulièrement des exemples de maisons ou d'appartements ou de copropriétés. Et pour cette émission, vous avez choisi un cas concret d'une copropriété de 44 logements qui est située à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, 94. Bien. C'est chez vous. Bravo. Sylvain, bravo. Une rénovation globale. Alors, quel bénéfice et concrètement, qu'est-ce que ça change? L'enjeu sur cette copropriété-là était le budget et la performance énergétique à atteindre. Le budget global était de un peu plus de 500 000 euros. Et il a fallu aller chercher un maximum d'aide pour que le projet soit viable et réalisable. On a pu aller chercher un peu plus de 300 000 euros d'aide, ce qui est vraiment significatif. Et donc arriver à un budget qui permettait à la copropriété de lancer, de donner le go travaux. On est sur une copropriété très innovante et qui a voulu aller plus loin. J'ai bien aimé ce qui avait été dit tout à l'heure. Quand on fait de la rénovation, même que ce soit pour les JO, on va plus loin. Et on va plus loin, on ne la fait pas que parce que c'est beau ou parce qu'il y a un seul intérêt, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est ce qui s'est passé là. On essaie d'avoir un triptyque: amélioration du confort, amélioration de la performance énergétique et valorisation du patrimoine. Donc c'était vraiment les enjeux. On est sur une copropriété à tri-énergie, c'est-à-dire que vous avez 3 énergies dessus. Et donc ça, c'est un premier élément pour la méthodologie de chauffage. Ensuite, il y a eu tout un ravalement de façade qui a été fait. Lorsqu'il a été opéré le ravalement de façade, évidemment, une isolation thermique par l'extérieur a été opérée aussi. C'est plein de différents corps de métiers, corps d'État qui ont été choisis et sélectionnés à la fois par des conseils, puis validés par la copropriété. Et on va faire tout notre possible pour bien suivre la performance énergétique et en faire un vrai cas, en montrant que dans la durée,
il y a un vrai intérêt pour ce type de copropriété. Ça vaut pour toute la région Île-de-France et de façon plus large en métropole. Des copropriétés de cette taille-là, oui, il y a un réel intérêt à faire des rénovations d'ampleur et pas de la prendre que d'un seul côté, mais d'avoir une réflexion globale sur la copropriété. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces explications, ce cas concret, cette envie important, l'importance de la rénovation énergétique. Applaudissements pour Pierre Maillet. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.